Donc là, vous allez assister à une conférence assez exceptionnelle de notre invité, que j'appellerai d'honneur. Il est cette année notre président du jury international. Il a aussi livré une carte blanche avec 5 films qui sont ses références cinématographiques majeures dans le domaine du fantastique, qui étaient 5 grands piliers de l'histoire du cinéma. Et là, il va revenir sur son rapport à la littérature, qui est multiple, complexe et intense, parce qu'il est à la fois auteur, mais aussi adapté au cinéma des œuvres littéraires très très complexes et très très belles, et aussi très iconiques. Je vous demande d'accueillir chaleureusement sur scène David Cronenberg. Merci. Merci. Eh bien voilà, on y est. Je vous annonce aussi tout de suite que je ne vais pas passer 30 minutes ou 45 minutes à poser moi seul des questions à David Cronenberg. Je compte sur votre participation pour évidemment poser vos questions à David Cronenberg, tout en restant évidemment sur le sujet précité, c'est-à-dire les liens de Cronenberg à la littérature. Je vais peut-être juste commencer en posant une question à David Cronenberg concernant l'intitulé en fait de cette conférence. Donc, comment la littérature a consumé l'œuvre de David Cronenberg. Je veux savoir en quoi est-ce que ça avait consumé quoi que ce soit et en quoi est-ce que la littérature était peut-être au fond presque plus importante que le cinéma dans vos films, qu'ils soient adaptés ou non d'ailleurs d'œuvres littéraires. C'est très bizarre parce que j'entends une femme qui parle dans le casque. Je peux parler en tant que femme si vous voulez. En fait, j'aime beaucoup le titre de cette session, de dire que mon travail a été consumé par la littérature. Bien sûr, ce n'est pas tout à fait vrai. Mais le seul roman que j'ai écrit s'appelle Consumed, consumé. Mon père était un écrivain et j'ai grandi en tant qu'enfant en m'endormant au son de sa machine à écrire. Et donc pour moi, écrire, c'était quelque chose de très naturel. Et j'étais persuadée que je serais un écrivain et pas du tout un réalisateur. Question dans le public, peut-être pour enchaîner éventuellement là-dessus, ou je continue. Si je vois une main qui se lève, j'arrête, sinon je continue. Eh bien, je continue. Alors justement, Sorry. Justement, pour rebondir sur ce que vous venez de dire, est-ce que vos premiers rapports étant justement liés à la littérature, comment est-ce que votre rapport au cinéma est arrivé? À quel moment vous êtes senti cinéphile? Vous êtes intéressé aussi au film, simplement? Well, it was really. Eh bien, en fait, j'ai été kidnappé par le cinéma, en fait, un peu par hasard. En tant qu'enfant, j'ai vu des films de partout, bien sûr. C'était quelque chose de très naturel en tant qu'enfant d'aller au cinéma tous les samedis. Et c'était une époque où les gens n'étaient pas inquiets à propos des enfants qui auraient pu être kidnappés. Donc les enfants allaient tout seuls au cinéma. Et vous voyez une foule d'enfants qui allaient ensemble au cinéma chaque samedi après-midi. Et donc c'était parfaitement naturel, c'était exactement comme de respirer. C'était avant la télévision, bien sûr. Et puis, vers la fin des années 50, début des années 60, il y a eu l'apparition du cinéma d'art, avec des films d'ailleurs, de films avec des artistes comme Fellini, Bergman, Truffaut, Kurosawa, des films qui étaient enfin présentés à Toronto, où je vivais et où je vis encore aujourd'hui. Et donc, à l'époque, nous avons commencé à voir des manières différentes du cinéma qui montraient d'autres esthétiques, d'autres cultures. Et c'est vraiment là que j'ai commencé à sentir la puissance du cinéma en tant que forme artistique. Jusque-là, je voyais des westerns
et Butch Cassidy et le Kid, des dessins animés bien sûr, des films pour enfants. Est-ce que j'ai une anecdote que je pourrais vous raconter? Oui, allez-y. J'ai déjà beaucoup raconté, donc si vous avez déjà cherché à m'entendre sur Internet, vous allez vous ennuyer, mais je vais vous le raconter. Quand j'étais un enfant et que j'allais au cinéma, au Pylône, s'appelait la salle de cinéma, mais je vivais dans un quartier de Toronto qui était plein d'émigrants italiens. Et il y avait donc un cinéma qui avait des films italiens en italien. Et c'était exactement en face du cinéma Pylône où j'allais comme enfant. Ce cinéma italien s'appelait le Studio. Et je venais de sortir du cinéma où j'avais vu un western et je vois tout le monde qui allait voir le Studio. C'était tous des adultes. Et ils sortaient du cinéma et ils pleuraient. Et j'étais choquée parce que j'ai vu des adultes pleurer tellement ils étaient touchés de ce qu'ils avaient vu au cinéma. Et je me suis dit, waouh, c'est incroyable que le cinéma puisse avoir le pouvoir de créer de telles émotions chez des adultes. Et donc j'ai traversé la rue pour voir quel film ils avaient vu. Et j'ai vu une affiche qui disait La Strada de Fellini. Et c'était la première fois que j'ai vraiment senti le pouvoir du cinéma, que ce n'était pas seulement un divertissement. Mais je n'ai pas commencé à faire des films avant les années 60. Et c'était dont l'inspiration était le cinéma underground de New York. Parce que ce mouvement disait il n'est pas nécessaire de faire d'école de cinéma. D'ailleurs, le fait est que j'en ai jamais suivi. Vous n'avez pas besoin d'aller à Hollywood pour apprendre. En fait, il s'agit de prendre une caméra et de faire votre film. C'était vraiment un mouvement libérateur. Eden Schruller, Kenneth Anger, des films, des réalisateurs underground extraordinaires. Et vraiment, ils m'ont influencé. C'est là que je me suis dit, ah, mais peut-être que moi aussi, je pourrais faire des films. Mais je ne le pensais pas en tant qu'une carrière. Je pensais juste pouvoir faire des films. Et le fait est que les films underground ne faisaient pas d'argent. Vous autorisez à écrire un roman, donc en l'occurrence Consumé. Pourquoi est-ce qu'à l'époque, vous êtes senti autorisé finalement ou légitime de faire des films et pas justement d'écrire des romans? Qu'est-ce qui vous interdisait finalement ça? Yes, well, I was always writing as En a fait, young, j'ai toujours écrit en tant que jeune homme, j'écrivais des nouvelles. the novel that I did write, which is Et le roman que j'ai écrit, qui a été publié relativement récemment, je pensais que j'allais l'écrire il y a 50 ans, mais en fait, j'ai mis 50 ans à comprendre que je pouvais, que j'étais capable d'écrire un roman. J'ai écrit des nouvelles, de très nombreuses nouvelles. Je lisais des magazines de science-fiction qui s'appelaient Galaxy, Astounding, ce sont des magazines de science-fiction que je recevais chaque mois. Et j'ai écrit quelques nouvelles, je leur ai envoyé. En fait, j'ai reçu de bonnes lettres des éditeurs qui disaient « Nous allons presque la publier, reviens, continue à écrire. » Et puis, bon, je ne l'ai jamais fait. Et ensuite, et j'étais suffisamment fou de technologie pour m'intéresser à la technologie du cinéma et je me demandais comment est-ce que c'est possible de synchroniser le son avec l'image. Pour moi, c'était la grande question parce que quand vous avez un iPhone maintenant, ce n'est pas un problème, mais quand vous filmez avec une caméra et que vous avez un enregistreur qui prend le son, c'est compliqué. Et donc j'ai vu j'ai cherché dans l'encyclopédie Britannica comment on faisait des films, comment on faisait et j'ai commencé à chercher. Alors j'ai loué une caméra et j'ai commencé à faire des films avec mes amis et c'est ainsi que j'ai commencé, mais de manière tout à fait innocente,
à faire des films. Y a-t-il une question dans le public? Voilà, monsieur au 10e rang à peu près, on va dire. Attendez qu'on vous passe le micro parce que ça va être plus simple pour la traduction aussi. Voilà. Bonjour. Vous avez dit au début que vous étiez dans votre enfance bercé par la machine à écrire de votre père. Je me demandais ce qu'il écrivait et est-ce que ça vous a influencé dans votre rapport justement à la littérature, au cinéma, dans les sujets de vos films, etc. When I was that child, my Et father was quand j'étais rewriting. enfant, mon père écrivait He was a journalist primarily. pour des journaux. Il était en fait un journaliste et non pas un écrivain de fiction. He also wrote about Donc, stamps, you know. il a également écrit à propos de philatélie, de timbre, pour un journal appelé The Telegram. Chaque semaine, il écrivait à propos des timbres pour des collectionneurs. Il a écrit également des rapports financiers, etc. Et ce n'est que plus tard que j'ai réalisé que dans les années 40, il avait écrit et publié beaucoup d'histoires pour un journal qui s'appelait True Canadian Crime Stories, donc pour des histoires vraies canadiennes, des histoires criminelles, des polars. Et en fait, il avait écrit et publié sous différents noms pour qu'il ne sache pas que c'était toujours lui. Donc il avait écrit sous différents pseudonymes. Et j'étais très touchée parce qu'en tant qu'enfant, je ne le savais pas, je n'avais pas réalisé. Donc, mon attachement au cinéma, au polar, est héréditaire en quelque sorte. Je vais essayer de vous parler en français puisque l'on parle de littérature. La littérature, c'est à la fois de la fiction et de la non-fiction. Donc, je me demandais quel est le rôle de la non-fiction dans votre vie et dans votre vie de cinéma, parce que vous avez parlé de psychologie, de voitures, etc., de différentes choses. Quel est le rôle de la non-fiction? Bon, en fait, je suis un fan de science, j'aime les insectes, les animaux, et pendant longtemps, j'ai pensé que je serais un chimiste, un biologiste. J'avais étudié la chimie organique à l'université de Toronto. J'adorais l'art, la littérature, mais également la science. Et je ne savais pas très bien dans quelle direction j'allais vraiment me lancer. Et j'étais fascinée par la carrière d'Asimov, l'écrivain américain-russe, qui était un scientifique, mais qui écrivait également des romans de science-fiction. Et je pensais que peut-être je finirais comme lui. Mais quand j'ai commencé mes études de sciences, je me suis rendu compte que j'aimais mieux inventer la science plutôt que de la découvrir. Par exemple, j'ai inventé des cellules souches dans mes films, mais j'aurais été incapable de les découvrir sur le plan scientifique. Je n'avais pas la patience qu'il fallait pour être un véritable scientifique. Il faut passer des années dans un laboratoire pour réaliser des expériences. C'est dans le cas de la recherche scientifique. Mais je continue à lire la science, des livres, des articles. Je continue à être un geek de la science. Voilà ce que je lisais en tant que non-fiction. Mais bon, je lis de tout, hein. J'adore lire sur la mafia russe aussi. C'est toujours très drôle. Donc j'ai toujours beaucoup lu de non-fiction également. Le monsieur avec le t-shirt où c'est écrit Watch More Movies. Allez hop. On peut avoir un micro juste au 2e rang, s'il vous plaît, au milieu. Merci.
dans la littérature qui n'appartient pas à la fiction, il y a effectivement la littérature scientifique dont vous avez parlé, et il y a aussi la philosophie que vous avez beaucoup évoquée pendant votre carte blanche, notamment l'existentialisme. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de vos inspirations philosophiques, au-delà de l'existentialisme peut-être ? Yes, well, of course. Oui, bien sûr. En tant que jeune, je pense qu'on se trouve toujours face aux questions de la mort et la vie, et Dieu et la vie après la mort. Je pense que c'est la base de toute philosophie et sans doute la base de toute religion. Donc, en tant qu'être humain sensible et intéressé, il y a forcément des choix à faire par rapport à sa propre vie, par rapport à la religion. Mes parents étaient athées, mais ce n'étaient pas des militants. Ils me disaient, certaines personnes croient à Dieu, d'autres pas, c'est à toi de choisir. Non, la philosophie était bien sûr d'un grand attrait pour moi. J'avais suivi des cours de philosophie, d'histoire de la philosophie en particulier à l'Université de Toronto. Et j'en suis arrivée à sentir que l'art qui m'attirait le plus était l'art qui provoquait des réflexions philosophiques. Et donc les gens me disaient, dans vos films, vous voulez faire peur aux gens. Mais non, pas du tout, ce n'est pas du tout ma motivation, je n'y pense même pas. En fait, il s'agit de faire des films un peu qui sont des voyages philosophiques, qui essayent de réfléchir à la condition humaine, à ce que ça représente d'être un être humain, ce que c'est que d'exister ou de ne pas exister. Et si vous commencez à réfléchir là-dessus, vous pouvez faire appel à la religion ou à la philosophie. Et je l'ai dit à l'occasion, je pense que je suis peut-être un existentialiste. Il y a plusieurs types d'existentialistes. Ça a été très populaire dans les années 60 et 70. Plus beaucoup de personnes en parlent. Mais c'est un peu ce en quoi je crois. Ma version n'est pas tellement sartrienne. Mais il me semble qu'il s'agit là de la description la plus correcte de ce qu'est la vie et de ce que représentait la vie pour moi. On a d'autres mains qui se lèvent tout devant. Peut-être encore une question, puis après on va éventuellement aborder la question de l'adaptation aussi des livres dans la propre œuvre de David Cronenberg. Monsieur? I have a question. You got killed by this guy. Merci, vous avez été tué par cette personne. Comment avez-vous travaillé dans l'adaptation de Jason X? En fait, le réalisateur Jason X avait travaillé comme coordinateur des effets spéciaux dans mon film. Il est américain, mais il était venu à Toronto pour plusieurs raisons. Pour des raisons fiscales, entre autres. Et il a eu l'occasion de réaliser son propre film, Jason X ou Jason 10, et il m'a demandé d'être acteur dans ce film. Mais en fait, je suis tué avant même le générique d'ouverture. Donc, évidemment, je n'ai pas eu une grande carrière d'acteur, mais il m'avait demandé d'être présent et j'étais très heureux de le faire. Littéraire, la question que je me posais en fait, c'était quand on regarde votre filmographie, on voit qu'en tout cas pendant la première grosse partie, les 15 premières années, vous partez sur des scénarios originaux. Il faudra attendre 1983 et The Dead Zone pour vous voir adapter pour la première fois un roman, de pas n'importe qui d'ailleurs, à l'écran. Qu'est-ce qui vous a motivé à un certain moment dans votre carrière à adapter justement un matériel qui n'était pas le vôtre? Est-ce que vous avez eu peur finalement de vous confronter aussi à un scénario qui n'était pas écrit à la base par vous-même? Ce qui m'a poussé à faire le film Dead Zone, c'était le désespoir et la pauvreté.
En fait, j'ai été donc très influencé par le cinéma d'art et d'essai des années 60 et 70. Et c'était la théorie de l'auteur. On parlait des films d'auteur. Ce qui avait été développé par les critiques français, par Truffaut, par Godard, qui étaient les critiques avant d'être des réalisateurs. Et leur théorie était que les réalisateurs ont un énorme impact sur le film. Et tout le monde pense que c'est vrai, que le réalisateur est vraiment le créateur du film. Mais à l'époque, on parlait des films d'Hollywood. Et je peux vous dire qu'à Hollywood, les réalisateurs étaient totalement anonymes. John Ford, Howard Hawks étaient parfaitement inconnus en dehors des studios. Personne n'était intéressé à la vie des réalisateurs. Or, ces critiques français, avec raison, ont dit mais qu'en fait, ces réalisateurs avaient véritablement une influence sur un film. Et ils ont essayé de le faire comprendre au public, aux personnes qui lisaient, par exemple, les cahiers du cinéma. Voilà la théorie originale des auteurs. C'était pour sauver les réalisateurs de Hollywood. Mais l'idée était donc que les auteurs devaient écrire leurs propres films. Et en fait, ça, ce n'est pas vrai. Vous pouvez être un très bon réalisateur et un très mauvais écrivain. Et vous pouvez aussi être un très bon écrivain et un très mauvais réalisateur. Donc, ce n'est pas forcément, ça ne va pas forcément ensemble. C'est très, très rare qu'une seule personne ait ces deux talents, car c'est deux talents très différents. Donc, quand je faisais mes propres films, au début, je devais les écrire parce que c'était ma manière de séduire les producteurs. Il fallait que je puisse leur présenter des scripts, mais ils ne me voulaient pas comme réalisateur parce que j'avais très peu d'expérience comme réalisateur. Mais moi, je leur disais, mais si vous voulez Frisson, par exemple, vous devez me prendre parce que je ne vais pas offrir ce script à quelqu'un d'autre. Donc, voilà. C'était un peu, j'incarnais la théorie de l'auteur. L'auteur, c'est moi. Par la suite, pour des raisons financières et pour d'autres raisons également, on m'a proposé de réaliser Dead Zone sur le roman Stephen King qui avait eu un énorme succès. 4 ou 5 scripts avaient déjà été écrits à partir de ce livre et je me suis dit, ok, il faut que je le fasse, il faut que je gagne de l'argent, il faudrait que je fasse enfin un film qui soit distribué par un grand studio d'Hollywood. Et comment le faire si ce n'est pas moi qui écris le scénario? Donc il m'a fallu trouver une manière de le faire. J'ai trouvé l'un des scénarios. Le pire scénario avait été écrit par Steve King lui-même. Et c'était très mauvais. Et lui-même le reconnaît. Ce n'est pas un scénariste. L'autre était Jeffrey Boam. Il avait écrit quelque chose d'assez différent du roman. Parce que franchement, c'était très bien. Parce qu'un roman, ce n'est pas la même chose qu'un scénario. Et donc, j'ai collaboré avec lui, avec l'écrivain du script, du scénario. Et puis, en fait, j'ai eu beaucoup de plaisir. J'étais surpris de voir que, ok, ce n'était pas moi l'auteur, j'étais le réalisateur. Je travaillais avec un scénariste. Mais en fait, j'ai eu beaucoup de plaisir. Le film a remporté un très bon succès. Et en fait, je me suis rendu compte qu'on pouvait véritablement entrer en fusion, en osmose avec un auteur, dans le cas de Stephen King, pour créer quelque chose de différent, quelque chose que aucun des deux n'aurait pu créer tout seul. Je n'aurais jamais été capable d'écrire Dead Zone, mais Stephen King n'aurait pas pu réaliser le film. Et je me suis rendu compte qu'il me fallait quitter un peu cette attitude un peu snob de c'est moi l'auteur et être prêt à adapter des livres d'autres. Voilà. Une anecdote, j'ai enseigné des cours de science-fiction
Et le film qui les a plus impressionnés était Vidéodrome. Et j'étais surpris de voir qu'un film de 40 ans, âgé de 40 ans, a encore cette puissance-là, ce pouvoir-là. Mais j'aimerais poser une question par rapport à votre processus. Vous avez écrit un roman, vous avez adapté des romans, adapté des scénarios. Comment comparez-vous les différents processus d'écriture entre un scénario original, adapter un roman? Bon, j'ai eu ces différentes expériences, effectivement. Par exemple, avec le Festin nu, avec Crash, j'ai écrit le scénario, mais toujours avec une fusion avec l'auteur du livre. J'ai également collaboré pour Dead Ringers, donc Faux Semblants. J'ai énormément collaboré avec l'auteur par rapport à savoir ce que le film devait être. Ce sont des processus, mais en fait, chaque projet est différent, quel que soit le processus. Parfois, on peut être très lent et parfois très rapide. Par exemple, pour Cosmopolis, on m'a proposé un projet c'est le producteur portugais Paulo Blanco qui m'a proposé ce projet. Il m'a présenté ce livre, Cosmopolis. Il est venu à Toronto, il m'a donné ce livre. Je connaissais le livre de Don DeLillo, mais je n'avais pas lu ce livre. Il m'a dit, nous pensons que vous devriez faire ce film. Et puis je me suis dit, oui, bof, je suis pas sûr. J'ai pris le livre et j'ai décidé de transcrire tous les dialogues du livre pour faire avec un livre seulement avec les dialogues. Parce que les dialogues de Don DeLillo sont juste extraordinaires. Ils sont vraiment très particuliers. Et en 6 jours, j'ai écrit le scénario. Et je voulais me rendre compte si on pouvait en faire un film. Et je me suis dit, tiens, ben voilà. Et donc j'avais écrit le scénario en 6 jours. Je l'ai présenté à Paolo, il m'a dit, ouais, voilà, c'est génial. Donc, voilà un exemple de quelque chose qui s'est fait extrêmement vite. En général, c'est beaucoup plus lent. Avec le Festin nu, par exemple, Naked Lunch, ça a été plus long. C'était tiré de plusieurs livres de William Burroughs. J'ai parlé beaucoup avec lui. Et je lui ai dit, je ne peux pas faire un film sur le livre seulement, le Festin nu. J'ai besoin de parler de ta vie, qui était une vie incroyable. Il a eu une vie extraordinaire. Il a tué sa femme par accident. Il a eu une vie extraordinaire. Et il en avait parlé dans d'autres livres. Et donc je lui ai dit, William, j'ai besoin de t'inclure et d'inclure le processus d'écriture du Festin nu dans le film. Mais si tu me dis que tu ne veux pas, alors ok, je ne le ferai pas. Il m'a dit, ok, mais moi je ne veux pas d'établir de distinction entre ma vie et mon œuvre. Donc d'accord. Donc le Festin nu est très proche du livre, mais c'est également un peu une autobiographie de William Burroughs. Donc ça a été très lent. Donc chaque projet est unique. Et les expériences précédentes ne vont pas vraiment vous présenter au projet du moment. J'aurais une question personnelle concernant justement les auteurs adaptés. Il y en a un que vous avez essayé d'adapter par 2 fois, qui paraît assez évident en regard de votre filmographie, c'est l'auteur Philippe Cadic. Vous avez travaillé quand même assez loin sur une version de Total Recall qui finalement s'est transformée en film avec Arnold Schwarzenegger et Paul Verhoeven. Et vous avez travaillé aussi vous avez essayé de travailler sur une adaptation de Ubik. Est-ce que vous pouvez un peu nous parler de ces 2 adaptations qui ne se sont pas faites? Pourquoi est-ce que, quelque part, vous n'avez pas réussi à adapter Philippe Cadic qui semblait fait pour vous? No, I can't talk about it. It's too heartbreaking. Je ne peux pas en parler, ça me fait trop mal au cœur. Sure. Non.
Et d'accord, je vais vous répondre. Oui, c'est vrai, bien que j'ai lu beaucoup de science-fiction en tant qu'enfant, je n'avais jamais lu Philippe Dick, même si c'est un écrivain très intéressant. Philippe K. Dick. Mais Dino De Laurentiis, avec qui j'avais collaboré pour Dead Zone, il m'a proposé de faire le livre tiré qui allait donner Total Recall. Ce n'était pas ce titre. Et j'ai travaillé pendant une année là-dessus. Je crois que j'ai écrit 12 brouillons de scénario avec le producteur Ron Shusett qui avait travaillé sur Alien. Et puis j'en ai parlé avec William Hurt qui aurait joué le rôle principal. Et puis finalement c'est Arnold Schwarzenegger qui a eu le premier rôle. Donc vous voyez tout de suite la différence de film, ça aurait été très différent. Ce qui s'est passé, c'est que l'entreprise de production de Dino De Laurentiis a fait faillite. Et donc je n'ai jamais fait Total Recall. Je pense que si je l'avais fait, ça aurait été très différent du film. Bien qu'il y a certaines scènes dans ce film que j'avais écrites moi-même, mais on n'obtient aucun crédit pour une ou deux scènes. Donc mon film n'apparaît pas. Bien sûr, ça a été très décevant. Mais ça fait partie du jeu, ma foi. C'est un jeu difficile, surtout à Hollywood. C'est vraiment très, très difficile. Il y a d'autres projets qui avaient commencé et qui ne sont pas faits. Qu'en est-il de Dubik? Oui, c'était un autre projet de Philippe K. Dick, un projet relativement plus récent, il y a 8 ou 9 ans, un projet qui m'a été proposé. J'ai rencontré les deux sœurs qui étaient, qui sont les légataires de Patrick K. Dick, de Philippe K. Dick, pardon. Mais j'ai eu l'impression que les producteurs ne comprenaient pas vraiment ce que je voulais faire. Donc là, je n'ai pas écrit de scénario. Je trouvais ça intéressant. Je pense que ça aurait pu être un film très intéressant. Et je crois qu'il y a encore des personnes qui essayent de transformer Ubik en film. J'ai vu le projet sur Amazon, la série A Man in a High Castle, qui est aussi tiré d'une... Vous m'avez avoué aussi tout à l'heure que vous regardiez beaucoup de séries aujourd'hui, beaucoup plus que des films d'ailleurs, et que finalement la série rejoignait d'une manière ou d'une autre une forme littéraire d'écriture. C'est ce qui vous plaît justement aujourd'hui dans les séries. Est-ce que à terme on vous verra aussi travailler dans ce genre-là, dans ce format, la série télévisée ou la série? Récemment, j'ai eu l'impression qu'il y a des choses que le cinéma ne peut pas faire bien. Le roman est une autre forme artistique. Et il y avait des choses que j'avais envie d'exprimer que je ne pouvais pas exprimer par le cinéma. J'ai essayé d'écrire un scénario sur la base de certaines choses qui avaient eu lieu dans ma vie récente. Et j'ai eu l'impression que seule la forme du roman pouvait exprimer la subtilité, la complexité. Quelque part, le cinéma est quelque chose de trop cru. Il y a certaines possibilités d'être sophistiqué, mais il y a certaines choses par rapport à l'intériorité, à ce qu'on ressent, à ce qu'on pense à l'intérieur de nous, qui ne peuvent pas être exprimées au cinéma, mais qui peuvent être exprimées par un roman, par exemple. Donc, j'avais vraiment l'impression d'avoir fini ma carrière cinématographique et que j'allais écrire un roman, et que j'allais écrire mon deuxième roman. Le premier roman
a pris 8 ans à être écrit, mais c'est aussi parce que j'ai fait 4 films pendant ce temps. Donc chaque fois que j'écrivais mon roman, ensuite je travaillais pendant un an et demi sur un film et je revenais au roman. C'est difficile d'écrire un roman dans ces conditions. Et je me suis dit que je pourrais peut-être oublier le cinéma et me consacrer à écrire un nouveau roman. Cependant, je me suis rendu compte que je passais énormément de temps à voir des séries sur Netflix. Et j'ai commencé à me dire, ah, eh bien, peut-être que l'équivalent cinématographique d'un roman, ce serait une série de Netflix qui peut durer sur 5 ans, 6 ans, 7 ans. Ce n'est pas que Netflix, hein, il y a d'autres producteurs de séries. Et je me suis dit, mais c'est, voilà, une nouvelle forme d'art. Ce n'est pas comme les séries télévisées, c'est vraiment une nouvelle forme d'art. Et j'ai vu des séries qui sont véritablement brillantes, comme Tom Ted Cruz, Himmelmüber Berlin. Peut-être que si vous voulez écrire un roman, il faut peut-être faire une série. Et j'ai commencé à réfléchir. Peut-être que je n'ai pas véritablement mis un terme au cinéma. Peut-être que le cinéma est fini, en tout cas pour moi. Et je pense que le grand écran est en train de se transformer en un million de petits écrans. Petits écrans, tout le monde regarde le cinéma sur l'écran de l'ordinateur ou de l'iPad ou même de l'iPhone. Le cinéma n'est plus le temple de l'écran noir. Il ne faut pas faire le deuil du cinéma. Non, je ne pense pas. Et il y a d'autres choses plus tristes que cela. Par contre, il y a peut-être une nouvelle vie. Je pense que c'est possible. Je ne sais pas si cela aura véritablement lieu. Mais peut-être qu'au lieu d'écrire un roman, je vais faire une série pour Netflix. Nous verrons. Je ne sais pas. Voilà. Monsieur. Merci, bonjour. En fait, j'ai 2 questions. La première... Alors une seule en fait par personne, désolé. D'accord. Alors, est-ce qu'au vu de tout ce qu'on vient d'écouter, est-ce qu'il va lui-même adapter son propre roman au cinéma, finalement, consumé? Je ne sais pas, je ne l'ai pas lu, mais est-ce qu'il va lui-même, il aura envie d'écrire son propre scénario? Est-ce que ça a déjà été fait? Et puis, voilà, ça c'est une question. Yeah. My novel has been optioned. Mon roman a reçu une option d'un producteur canadien qui a fait un contrat avec AMC pour en faire une série. C'était une époque où je ne voulais vraiment plus réaliser de films. Et mon fils a fait un film et je lui en ai parlé. Je lui ai dit, tu sais, je crois que j'ai assez souffert. Je n'ai plus envie de souffrir. Il m'a dit, bah, moi, je suis prêt à souffrir. Je lui ai dit, waouh, super, bah, tu vas souffrir, je te préviens. Et il souffre. Il essaye de faire un deuxième film. C'est les choses qui arrivent. Mais j'ai été très clair. Je ne voulais pas écrire le scénario d'une série basée sur mon roman. J'étais très heureux d'être romancier. Je suis heureux de n'être que le romancier pour cette histoire. Et on verra ce qui se passe. Et puis, je n'avais jamais été dans cette proposition où quelqu'un s'empare de quelque chose que moi j'ai créé, de le transformer, qui sera une fusion de leur sensibilité et de la mienne. Et je trouve que ça, c'est une expérience intéressante. Dans ce cas, je jouerai le rôle de Stephen King. Et ils seront moi. J'ai vu un premier brouillon d'un premier épisode. Ils sont en train de le réécrire. On verra ce qui se passe. Je serai
d'être producteur exécutif juste pour faire un peu d'argent, soyons sincères. Mais nous verrons. Mais actuellement, a été consumé par quelqu'un d'autre. Comment? Allez-y pour la deuxième Oui, question. alors pour la deuxième question, donc dans votre carte blanche, vous avez choisi 5 films, dont le film de Jack Arnold, L'homme qui rétrécit, écrit par Richard Matheson. Et je voudrais savoir quel regard vous portez sur les anciennes séries, notamment La Twilight Zone de Rod Serling, qui est une anthologie de science-fiction et de fantastique. Et je me demandais quel regard vous aviez, vous, quand vous étiez jeune. Vous avez probablement vu un certain nombre d'épisodes, puisque vous avez mis dans votre carte blanche une histoire, enfin un film qui est, comment dire, qui a beaucoup de connotations avec ce type de série. Merci. Yeah, I mean, I watched everything on television. Ben, j'ai tout vu à la télévision, bien sûr. Je pense que 3/4 des séries présentées à la télé à l'époque étaient des westerns, en fait. Les mystères de l'Ouest, etc. Mais il y avait effectivement aussi le Twilight Zone, et bien sûr, je l'ai vu. Mais en fait, c'était vraiment comme l'air que je respirais. Il n'y avait rien de spécifique. À l'époque, ça ne m'avait pas particulièrement marqué. J'aimais bien. Ça avait sûrement une influence, mais inconsciente. Sur le plan des films, je n'ai jamais eu de mentor. Brian De Palma parle de Hitchcock. Moi, je pensais être un romancier, donc c'était William Burroughs ou Nabokov qui étaient mes modèles, mes mentors pour l'écriture. Et quand j'ai écrit mon premier scénario, je m'inventais complètement. Je n'avais pas une image précise d'un réalisateur qui aurait eu une forte influence. Bien sûr, j'adore Federico Fellini, mais il vient d'une culture tellement différente et d'une époque tellement différente qu'il n'a pas vraiment exercé d'influence sur moi, si ce n'est de me donner l'envie de faire du cinéma. Mais je ne peux pas dire qu'il m'ait influencé. Peut-être le temps pour une dernière question. Je crois qu'on arrive au bout de cette rencontre. Madame, au premier rang. Thank you. Well, you sort of started to answer. Et en fait, vous avez commencé à répondre à ce que j'allais vous demander. Vous avez parlé de la science-fiction et des influences de la littérature de science-fiction sur votre travail, et également de Amazing Stories, ce magazine que vous regardiez. Je m'en souviens fort bien moi-même. Vous venez de mentionner Nabokov et Margaret Atwood. J'aurais voulu savoir quelle influence on peut avoir la littérature plus classique plutôt que la littérature de science-fiction. Eh bien, mon aspiration était non seulement d'être un romancier, mais d'être un romancier méconnu. Un romancier que tout le monde oublierait, ne connaîtrait pas et découvrirait par hasard. Donc, par exemple, quand j'ai rencontré les nouvelles de Djuna Barnes, pratiquement personne ne la connaît, mais j'ai découvert sa littérature et je trouvais ça absolument génial. Et je voulais absolument être comme elle. Donc, j'étais intéressé par le classique. Il y avait bien sûr Tolstoï, Dostoïevski, mais ce n'était encore une fois pas une véritable influence. J'étais plus intéressé par la Beat Génération, et Samuel Beckett par exemple. Voilà des écrivains qui étaient difficiles, relativement peu connus, et ça j'aimais beaucoup. C'était ça que je voulais être. Voilà comment je pourrais répondre à votre question. Bon, une toute dernière question en bonus. One last question for you. Is it okay? One last question? Okay. Oula, enfin,
Madame au milieu, un tout petit peu plus haut. Juste, voilà. Hello, David. Such a pleasure to see you here. Bonjour David, c'est un véritable plaisir de vous voir ici. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu plus de votre collaboration avec Clive Barker? Et je dois dire que vous êtes fabuleux dans ce film, et vous me faites tellement peur. Je vous adore, voulez-vous m'épouser? Avec grand plaisir. Bon, nous n'avons pas parlé de mon rôle, de mes rôles d'acteur. Je n'ai jamais eu de grand rôle, si ce n'est pour Nightbridge. Nightbreed. J'ai passé 3 mois à Londres pour cette expérience. Travailler avec Clive Barker, c'était super. Mais c'était génial d'être un acteur, d'apprendre ce métier parce que je n'avais jamais fait ça. Auparavant, j'avais joué de très petits films, par exemple, avec un film de John Landon, avec Michelle Pfeiffer et John Goldblum, mais je n'étais à Los Angeles que pour 2 jours. Quand on fait des films underground, on était tous bon marché, on jouait tous les uns avec les autres, dans les films les uns des autres. Mais Nightbreed, c'est différent. C'était un vrai rôle, un rôle important. Et c'était vraiment passionnant pour moi de devenir un acteur, de faire toutes les horreurs, ce que vous détestez de la part des acteurs en tant que réalisateur, et que j'ai commis toutes ces horreurs. Par exemple, le premier jour, je suis tué, donc c'est Cabal en français, Nightbreed. Et donc je meurs immédiatement. On me plante un couteau dans le ventre et je tombe en arrière. Et je dis, Clive, mais comment est-ce que je peux mourir alors que je n'ai même pas encore vécu? Je ne sais pas comment ce mec est mort, peut mourir parce qu'il ne sait pas. Je ne sais pas comment il vit. Puis il m'a dit, eh ben oui, tu deviens vraiment un acteur. Et effectivement, il avait raison. C'était vraiment intéressant parce que à la même époque, j'étais en train d'écrire Le Festin nu, Naked Lunch, sur mon ordinateur portable et j'étais très solitaire parce que ma femme et mes enfants m'avaient accompagné la première semaine, mais ils étaient retournés au Canada et j'étais assez seule et solitaire et mélancolique. Et Charlie Haight, qui est fameux pour ses rôles, hein, qui m'a dit « Non mais tu fais tout ça, il faut que tu apprennes à jouer comme un acteur. Tu ne peux pas rester à l'écart. En fait, il faut être ensemble et on va aller à Stratford, on va louer un bateau sur l'Avon, on va se saouler ensemble. » Et donc, il m'a appris à vivre en tant qu'acteur. Et ça, c'était très intéressant. Et ça m'a bien aidé à mieux comprendre les acteurs. Je les comprenais beaucoup mieux en tant que réalisateur. Et je crois que j'ai eu un peu plus de pitié envers eux. Voilà mon expérience pour Nightbreed. Donc. On a même dépassé le temps imparti, comme on dit, donc il va falloir qu'on mette fin à cette rencontre. Merci beaucoup à vous tous d'être venus et merci encore évidemment à David Cronenberg. Thank you.